Bonjour, le regroupement de géographes du Québec est heureux de vous présenter le webinaire intitulé L'église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille, témoin d'une géomorphologie côtière dynamique et cyclique. Ce webinaire est présenté par Donald Caillé, géomorphologue du département de géographie de l'Université Laval. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. OK, donc aujourd'hui, je vais aborder une question plutôt géomorphologique à travers ce qu'on pourrait appeler de l'iconographie, des récits historiques, des cartes anciennes. Mais on va voir surtout que une approche multi-source comme ça va nous amener à comprendre un phénomène d'une façon assez surprenante, comme on l'a assez rarement vu, je dirais, là, à travers des études menées sur des systèmes côtiers. Donc, l'église Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Donc, petit village, le berceau de Montmagny. Berceau de Montmagny parce qu'aujourd'hui, Montmagny a été déplacé. Donc, ce village-là serait donc témoin, et son église en particulier, d'une géomorphologie côtière qui est dynamique et qui est cyclique. Donc, si on débute ça, si on débute ça d'abord, l'Église, sa représentation, donc à travers l'iconographie, à travers des tableaux, on voit ici la représentation d'un événement, disons la grand-messe ici, du tableau de Jean-Paul Couture, où on voit l'église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Donc, église de Pierre, c'est la deuxième église. Donc, on voit ici les gens avec les habits du temps. On voit sur cette scène aussi peut-être un avant-plan, un frontage qui nous montre un pont, quelque chose comme ça. En arrière-plan, tout près, on voit le fleuve, l'estuaire moyen. Puis on peut même voir les collines de Charlevoix derrière. Donc, l'église en soi, une belle église, l'église de Pierre, qui nous apparaît blanche, donc possiblement peinte de chaux, comme on faisait à l'époque pour préserver, pour arriver à avoir une structure qui se tienne. Une nef assez haute, un transept qui précède le cœur de l'église. Donc, on voit qu'on est près de la berge sur cette image-là. Une autre représentation autour de 1771 révèle un peu plus large le village avec les quelques bâtiments. Donc, on voit un peu le pont qu'on arrive à voir sur la première représentation. On voit que le fleuve est derrière, on voit l'archipel de Montmagny, on voit qu'il y a de la navigation. Donc, peut-être que cette image-là, peut-être que les images ont été basées les unes sur les autres, mais néanmoins, on a une représentation ici du village avec son église dans son cœur. Une autre représentation ici autour de 1766, donc des images tirées de la Société d'histoire de Montmagny où on voit l'église. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de transept. Donc, du moins sur ce côté-ci, mais c'est le côté que je ferai remarquer qu'on ne voyait pas sur les deux autres. On voit que le fleuve, il est tout près. On voit que le niveau de l'eau atteint tout près du niveau de la terrasse sur laquelle se situe le village. Donc, notre église, on arrive à voir un peu l'apparence qu'elle avait. On voit un peu le contexte dans lequel elle se trouvait. On sait aussi, à partir de différents documents historiques, entre autres la carte de James Murray, 1763, une représentation du village de Saint-Thomas et de son église. Donc, on voit bien l'église qui est disposée à peu près comme on l'a vu sur les différentes images précédentes. Donc, l'église de Saint-Thomas, donc on voit son transept, on voit son chœur, on voit sa nef. On voit qu'elle est orientée, la devanture, vers le nord-ouest. Donc, un peu ce qu'on voyait sur les images précédentes. Au fait, l'image actuelle du même secteur nous présente un peu la même chose. Donc, on voit les rivières, on voit la ligne de rivage. Ça semble être assez identique. On voit même la rivière du Sud, du côté est, hein, donc à la droite des deux images. Donc, si on agrandit la zone qui correspond au village, donc on peut voir différents trucs. D'abord, on voit la falaise, la fameuse falaise qui délimitait la terrasse d'où le village avait été localisé à l'époque. On voit qu'en bas de cette falaise-là, on a ce qu'on appelle un marais intertidal, avec un étagement qui est tout à fait naturel sur les marais, à savoir un marais inférieur et un marais supérieur. Donc, cette partie-là, elle peut être submergée lors des hautes marées. On voit la terrasse de 8 mètres, la terrasse qui, par certains géomorphologues, est considérée comme étant la terrasse métisse. Je n'aborderai pas ce concept-là parce qu'il est compliqué, il est contesté aussi, mais néanmoins, c'est une terrasse qui n'est pas atteinte par les hautes marées, donc qui est à l'abri, si on veut, des inondations.
le marais supérieur, le marais inférieur étant délimité par une microfalaise. Donc, on verra plus tard dans cette présentation-là que la microfalaise, c'est quand même quelque chose, une forme importante dans le concept, là, qui va expliquer un peu comment tout l'environnement peut évoluer dans le temps, y compris même le village sur la terrasse de 8 mètres. Saint-Thomas se situait vraisemblablement au sein de ce cercle. Une visite sur le terrain permet de retrouver un grand nombre d'artefacts, hein, qu'on voit apparaître à travers les labours des cultivateurs. Donc, la trace du village, là, elle est vraiment très marquée dans le paysage. Au fait, on nous dit même qu'au début des années 1900, on observait encore à certains endroits la structure des bâtiments qui formaient le village. Moi, j'ai regardé sur des photographies aériennes, donc les plus anciennes étant de 1949, et on ne voit pas ces traces par photo-interprétation, mais je ne doute pas qu'il est possible qu'on ait observé des structures au niveau du secteur. Donc, on a un contexte. L'église était vraisemblablement localisée à cet endroit. On voit même d'ailleurs, là, sur la terrasse, un cercle ici qui correspond à un amoncellement de blocs, hein, que le cultivateur a, disons, rassemblé à cet endroit-là. Un amoncellement de blocs et de différents objets, surtout des cailloux, je dirais, et qui sont sans doute en grande partie des résidus du village de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Il y a un méandre abandonné dans la photo actuelle, donc en 2023, méandre qui n'était pas abandonné, hein, lors du temps de Murray ou de la représentation, là, comme on voit sur l'image à droite. Donc, au fil du temps, le méandre abandonné est venu modifier un peu, là, disons, le paysage, mais de façon générale, là, on a à peu près le même contexte. Donc, si on regarde la carte de Murray, parce que souvent, on attribue à des cartes ou à une carte ancienne des limites sans vraiment évoquer les forces de la carte. James Murray est un officier britannique. Il est devenu le premier gouverneur, si je ne me trompe pas, ou le premier chef, qu'on pourrait dire, de la Nouvelle-France, après la conquête, là, qui a eu lieu quelques années avant, donc en 1759. Et James Murray avait un souci. James Murray savait qu'il y avait des populations françaises qui habitaient encore un peu partout sur les rives du Saint-Laurent. Et James Murray était conscient qu'il y avait possible une certaine résistance au niveau des paysans, si on veut, qui habitaient les campagnes. Il a donc commandé, James Murray, une carte hautement stratégique, une carte qui visait d'abord et avant tout à faire respecter la loi britannique, la loi anglaise, et sa carte, pour cette raison-là, présente, disons, des détails de la limite du trait de côte, là, assez surprenante. Sur cette carte de Murray, on entrevoit dans la partie de la rivière du Sud un grand marais qui est bien représenté. Donc, on appelle cette zone-là aujourd'hui le Grand Bassin. On voit des îlots dans la rivière du Sud. On représente sur cette carte-là des dénivellations, les bâtiments, les routes. On représente des zones où on a de la forêt, des zones qui sont cultivées. Et ce qui est drôle sur cette carte-là, c'est qu'on représente, bien sûr, une trame de marais, comme je disais, dans le Grand Bassin, mais on ne représente pas cette trame-là dans le secteur un peu plus à l'ouest, donc le secteur qui correspond au frontage du village de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Donc, au départ, on avait un certain doute. OK, est-ce que c'est une mauvaise représentation? Est-ce que c'était justement le caractère subjectif? Mais en sachant que Murray a généré sur l'ensemble des rives un détail assez intéressant qui, dans bien des cas, nous permettait même d'identifier les marais ou l'absence de marais. C'était surprenant ici qu'on ne le représente pas. Donc, on part de l'idée que Murray n'a pas vu de marais au-devant de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille en 1763. Donc, on parle des années là, qui précèdent l'abandon du village. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a un grand marais en avant de la falaise qui délimite la terrasse de 8 mètres où Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille était localisé, avec un marais supérieur bien constitué, un marais inférieur qui révèle une régénération de ce marais-là, et bien sûr une grande vasière. Situation très différente dans la partie ouest. Murray représente aussi la rivière aux Vases, avec un tracé qui a été un peu rectifié, mais qui garde quand même les grandes lignes. La rivière à la Caille, avec le méandre coupé. Il y a d'autres cartes qui existent aussi, la carte de Duberger, un peu plus tard, 1819, qui représente aussi, avec un bon niveau de détail, ce secteur-là de Montmagny. Au fait, on était là tout à l'heure. Donc, la carte de Murray, j'ai détaillé sur le secteur du village. La carte de Duberger ne se rend pas jusqu'à
Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille, mais elle caractérise plutôt le secteur du Grand Bassin avec ce qui avait été considéré le bras de méandre abandonné qu'on observe ici, qui n'en est finalement probablement pas un. Donc, quand on regarde cet agrandi-là, aujourd'hui, et qu'on vient plaquer l'information de la carte de Duberger sur la carte actuelle, on constate que Duberger avait vu des choses intéressantes. À savoir, il avait identifié la limite de la plus haute marée de Viveau du printemps, qui délimitait une terre ferme. Donc ici, la ferme de la veuve Olivia, donc qui était située entre cette limite des hautes marées et la rivière aux Vases. En bas de cette limite-là, il identifie ce qu'il appelle un marigot. Donc là, on sait que c'est un mauvais terme pour désigner la forme qu'on a là. Un marigot étant plus une forme tropicale, humide, généralement associée à de la mangrove, par exemple, et des palétuviers, des plantes qui poussent dans les milieux humides. Donc, la mangrove, finalement, de Duberger, constitue une partie ou disons une partie du grand méandre, hein, de ce qu'on avait appelé le grand méandre à tort, selon moi, et bien sûr, des niveaux différents de marée. Donc, pourquoi Duberger a représenté ça? Duberger cherchait à documenter le caractère économique, le potentiel économique d'une région. Donc, il représentait évidemment les fermes, les moulins, les trucs comme ça. Et donc, la volonté de représenter à cet endroit-ci un marais, c'est qu'il voyait un potentiel d'exploiter le foin de mer, de faire du pâturage. Mais Duberger, de la même façon que Murray, représente une vasière dans le secteur ouest. Donc là, on a deux preuves, ou disons deux indices qui nous amènent à croire que possiblement que le village de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille était devancé, non pas d'un marais, mais d'une vasière. On va voir tout à l'heure l'implication de tout ça. Le secteur un peu plus à l'est, on a la rivière du Sud. Murray représente un grand marais, un très grand marais, une vasière qui le devance, une basse terrasse et la rivière du Sud. Et il représente la terrasse de Montmagny, qui est une terrasse de 10 mètres. Elle est un peu plus haute que l'autre. Donc, au fait, ce secteur-là de Montmagny, aujourd'hui, il est devancé, ou du moins, cette partie-là de Montmagny, aujourd'hui, elle est très problématique. On parle beaucoup d'érosion de sa falaise. Donc, ce qui est ironique, hein, c'est de constater qu'aujourd'hui, on a un problème majeur d'érosion de la falaise de 10 mètres. On n'a pas de marais nécessairement bien développé à l'avant. Du moins, le marais est beaucoup moins extensif qu'il était à l'époque. Donc, revenons à notre village Saint-Thomas. Donc là, on voit que la dynamique au niveau du littoral peut être très variable. Du moins, elle est très énigmatique jusqu'à maintenant. Les traces de l'église actuelle, il en reste. Donc, en marchant au niveau du marais, au pied de la falaise, on aperçoit des restes, différents restes qui sont dans le marais, directement dans la zone qui peut être submergée lors des très hautes marées. On a ici notre falaise en question, qui fait peut-être 2 mètres de hauteur par rapport à la surface du marais qui est en bas. Donc, cette surface qui, par moment, peut être submergée. Donc, ce qui est drôle, hein, c'est qu'à cet endroit-là, on retrouve un très grand nombre de débris de murs d'église qui sont recouverts comme ça d'une mousse pour la plupart. Donc, certains pans sont même avec un certain pendage. Donc, on voit ici d'autres blocs. Donc, un très grand nombre de blocs. Et par moment, on voit même le mortier et une trace de cette peinture de chaux-là qui est encore visible. Et malgré le fait que ces morceaux de murs-là peuvent être épisodiquement couverts lors des plus hautes marées de Viveau, par exemple. Donc, si on récapitule, le lieu, Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille, aurait été abandonné vers 1771. Selon Richard Lavoie, qui est ethnologue et praticien en archéologie dans le secteur, l'église n'aurait pas été détruite. Elle aurait été tout simplement abandonnée. On aurait reconstruit une autre église à Montmagny, donc une des premières églises de Montmagny, là, tout près de la rivière du Sud, à ce moment-là. Mais l'église de Saint-Thomas n'aurait pas été détruite. Le temps et l'érosion de la berge, donc le temps et l'érosion de la falaise, que je devrais plutôt dire, auraient scellé le sort de l'église. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une falaise qui borde toujours une terrasse, mais la falaise, elle est complètement stable. On a des saules qui poussent dessus, des saules de 100 ans qui se trouvent sur cette falaise-là. Le marais interdidal qui se situe en bas de cette falaise-là, il est très, très vaste, très large. Il fait plus de 700 mètres de largeur. Et il y a les murs, les restes du mur de l'église, qui sont toujours bien visibles au bas du talus. En revanche, le secteur à l'est, l'autre côté de la rivière du Sud,
qui était jadis occupé à l'époque par un très grand marais selon la carte de James Murray, aujourd'hui est une vasière et on a des problèmes d'érosion majeurs. D'ailleurs, on cherche présentement à trouver des solutions pour protéger un terrain de camping. Comment donc expliquer cette situation? Comment donc documenter ce phénomène? Donc, moi, dans le fond, je vous dis tout simplement en étudiant la dynamique géomorphologique de notre marais intertidal. Donc, on fait appel aux approches de la géomorphologie et pour faire très rapidement, ces approches se regroupent selon 3 grands chapitres. D'abord, une étude de la volumétrie du marais. Donc, la volumétrie actuelle du marais. Donc, on se rend sur le marais et on prend des mesures à tous les 28 jours. Donc, l'image que je présente ici nous présente 2 transects sur lesquels il y a 6 à 7 stations de mesure. Et je vais donc mesurer les taux d'accumulation à tous les 28 jours sur chacune des 6 ou 7 stations. Je vais combiner à ça des données de niveau d'eau, des données de conditions météorologiques, du temps de submersion, présence de plantes, présence d'oies, ainsi de suite, pour modéliser, si on veut, la dynamique actuelle. Exemple d'une station, un certain nombre de mesures sont prises et évidemment, avec un traitement statistique, on arrive à obtenir ce qu'on appelle des marges de taux d'érosion et de taux d'accumulation. Moi-même à l'œuvre ici qui prend les mesures avec la barre et moi-même qui installe à un certain moment, début de saison, les stations, parce qu'au Québec, avec les glaces, on ne peut laisser nos stations là pendant l'hiver. Deuxième volet, les archives sédimentaires. Notre marais supérieur, il est par moments épais. Donc, j'ai extrait de la stratigraphie de ces marais-là un monolithe, c'est-à-dire une carotte de sédiments de bon volume. Dans ce cas-ci, j'en ai une qui fait un peu plus d'1 mètre d'épaisseur, sur lesquels j'ai fait une image à l'aide d'un CT scan qui m'a permis de générer une image à haute résolution, hein, où on voit les lits, les différents lits, les laminations, les stratifications. Et en passant, dans le CT scan, on a une forme ici, ironique, hein, une pipe, une vieille pipe qui date du début de la Confédération. Donc, on voit que notre forme, elle s'est accumulée. Donc, ce monolithe-là, il faut imaginer qu'il est plutôt à la verticale. Là, je le présente à l'horizontale, mais c'est une forme à la verticale, avec sa base qui est ici et son sommet qui est là. Donc, même chose ici sur l'image réelle de notre monolithe. Là. Donc, le sommet, il est donc ici, la base, elle est là. Toute une batterie de tests ensuite de ça est exercée sur ce monolithe-là, en l'occurrence, ce qu'on appelle de l'analyse de la granulométrie des sédiments. Troisième volet, toute la partie qui traite de l'imagerie de la photo aérienne et des cartes anciennes. Donc, une analyse multidate a pu mener, disons, à des données quantitatives sur les taux d'accroissement du marais, mais aussi sur les taux de recul de la microfalaise. Puis évidemment, avec tout ça, j'ai combiné avec du qualitatif, très, très parlant, avec les récits historiques et l'iconographie. Donc, une série d'images ont été superposées afin de tirer cette information-là quantitative, mais aussi des aspects plus qualitatifs avec les cartes, les modèles LIDAR et l'iconographie, donc, est venu compléter cette approche-là. Vous savez, quand on a une série de photographies aériennes qui couvrent un même secteur, bien, on a la possibilité de venir voir dans le temps l'évolution de notre limite du trait de côte, l'évolution de la surface du marais et le comportement de la microfalaise. Microfalaise qui, à mon sens, est trop souvent associée à un problème d'érosion. Au fait, la microfalaise, elle est inhérente à la dynamique des marais. On va le voir tout à l'heure. Donc, quelques petites images de ce suivi volumétrique. On a le marais juste en face de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille ici. Donc, photo prise à l'automne avec les oies au loin, comme on peut voir. Donc, on a le marais inférieur ici et une microfalaise et le marais supérieur ici. Donc, selon le suivi volumétrique, on peut s'attendre à voir des taux différents d'accumulation selon les différentes parties du marais en fonction de l'altitude. Si la marée haute ici monte et couvre cette partie du marais à 50% du temps et qu'elle couvre ici à 20% du temps et ici à 2% du temps, on peut s'attendre à trouver des taux de sédimentation beaucoup plus élevés dans cette partie-là que dans cette partie-ci et encore moins dans cette partie-là, étant donné que l'eau qui transporte les sédiments, cette eau turbide-là, est moins longtemps dans les parties supérieures que dans les parties inférieures. Nos mesures révèlent d'ailleurs à bien des endroits une microfalaise, comme on observe ici, qui est en comblement. Hein, donc, on voit ici qu'on a une forme de 40 à 50 cm de hauteur,
qui ici est maintenant rendue à quelques dizaines de centimètres d'auteur, peut-être même 10 à 12 centimètres, quelque chose comme ça. Et dans certains cas, elle disparaît pratiquement. Ce qui permet de la délimiter, c'est vraiment souvent les associations végétales qui demeurent un peu différentes pendant un certain temps. Cette image parle beaucoup. Une station de mesure installée sur 4 années consécutives, toujours enfoncée à la même profondeur, année après année, me permet de revoir les pieux de 2014, 2015, 2016 étant disparu, et j'en fais mon mea culpa, cette année-là, j'avais acheté des pieux qui étaient beaucoup plus petits. Je n'avais pas réussi à trouver les mêmes rods de fer, hein, galvanisés comme j'avais utilisé pour les 3 autres années, mais on voit très bien ici l'accroissement vertical de la surface sur 4 saisons, sur une période de 3 ans. Comment expliquer ça? Il y a des concepts géomorphologiques qui existent derrière cette pensée-là. Donc, Pettit en propose un en 81, et du moins, le concept, il est identifié depuis beaucoup plus longtemps, mais Pettit, disons, il l'a formulé de façon officielle. Donc, sur ce diagramme-là, on voit le temps d'abord sur l'horizon en bas, donc sur l'axe X, qu'on devrait dire, et la variable hydraulique ou géomorphologique sur l'autre axe. Et dans le fond, je vais attirer votre attention sur une seule, c'est sur la valeur associée à la hauteur de la surface. Donc, ce qu'on voit, c'est que la hauteur de la surface d'un marais, avec le temps, va se construire, mais cette construction-là se fait très rapidement dans les premières périodes et elle tend à diminuer ensuite avec le temps et la surface change très peu lorsqu'elle atteint une certaine hauteur. Donc, moi, j'aime bien appeler ce modèle-là, hein, l'asymptote de Pettit, hein, parce que c'est vraiment une tendance asymptotique. Donc, cette tendance-là a vraiment été verbalisée, asymptotique par Pettit, mais Yap, en 1917, qui est un géomorphologue, Chapman, en 1942, qui est un biologiste, avait déjà évoqué ces idées-là, comme quoi que le marais, au début, se construisait verticalement très rapidement parce qu'il était très, très fréquemment submergé par la marée. Et à mesure que cette surface-là se construisait et grimpait et montait en altitude, ben, le temps de submersion était de moins en moins important et les taux d'accumulation aussi, hein, découlaient directement de ça. Donc, cette courbe bleue-là indique tout simplement le prisme de la marée, la quantité d'eau qui vient inonder la surface du marais. On voit qu'elle diminue de façon inverse, hein, dans une relation inverse avec la hauteur de la surface. Pettit, en 92, utilise son propre concept pour documenter, hein, l'impact d'un événement de tempête. Donc, on voit la même asymptote qui est représentée ici, et avec l'événement de tempête qui survient autour du 400e jour, donc après à peu près 1 an après avoir mis en place son dispositif. Et on voit que la surface est restée basse pendant peut-être une demi-année avant de reprendre sa croissance asymptotique. Et Pettit avait même de façon théorique, estimé qu'au bout de 5 ans, un marais qui avait été impacté par une tempête retrouverait à peu près la position qu'il aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu de tempête. Donc ça, c'est un concept fondamental pour comprendre la dynamique des marais et pour, bien sûr, comprendre qu'est-ce qui s'est produit avec l'église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Croix. Donc, cette asymptote-là qui reprend tout simplement le relais après l'événement de tempête lorsque les conditions se sont un peu stabilisées après la tempête. Donc, le suivi volumétrique qui a été réalisé à Montmagny, sur 2 transects bien représentés ici, donc avec 6 stations de mesure, de la partie supérieure à la partie inférieure du marais, dans 2 cas, ont permis de déterminer ces taux d'accumulation. Donc, la partie du bas nous révèle ceci de façon cartographique. L'église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille est à peu près où je pointe présentement. Puis dans la partie du haut, on voit les profils, les vues en profil de ça. Donc, on voit que j'ai une station sur le haut d'une microfalaise, donc sur la partie supérieure du marais, ce que j'appelle le marais supérieur, ou le score supérieur, ou en anglais ici, le high marsh. Et ensuite de ça, des stations qui viennent couvrir l'ensemble de la zone qui est beaucoup plus vaste, qui se situe en bas de la microfalaise, donc dans les 2 cas. Ce que nos données révèlent, donc beaucoup ici de diagrammes à moustache, donc qui présentent la variance, non pas que la moyenne, mais la variance, hein, ce qu'il faut faire quand on fait de la science, nous révèlent dans un premier temps que l'accumulation, elle se fait très rapidement dès que les plantes s'installent. Donc, on part avec une station au mois de mai, dont les taux sont faibles, voire même à la rigueur nuls. On est plutôt dans l'érosion et non dans l'accumulation. Et très rapidement, avec l'apparition des plantes, on a un accroissement vertical. Donc, des taux d'accumulation importants qui vont décliner graduellement avec l'été
pour généralement se retrouver même dans des systèmes en érosion en fin d'année, dans certains cas. Donc, c'est un peu ce qu'on observe pour chacune des stations ici. Donc, on voit pour 3 années consécutives, 2015 pour les Transec 1 et 2, 2016 les Transec 1 et 2, et 2017 pour le Transec 2, parce que sur le Transec 1, on voit que l'accroissement vertical semble s'être maintenu tout le long de la saison. Si je regarde sur la partie inférieure de ces deux diagrammes-là, on voit que l'accroissement vertical, elle se fait essentiellement sur les stations qui sont tout au bas de la microfalaise, les stations 2 et 3, grosso modo. Les bilans restent positifs et ils sont 100% positifs. On n'atteint même pas la limite de l'érosion, le seuil de l'érosion. Donc, ces parties du marais-là semblent être en accroissement, peu importe qu'on ait de l'érosion en fin de saison. En regardant dans la trajectoire plutôt évolutive, donc toujours pour ces deux transects-là de Montmagny, sur les 3 années, on voit que d'abord les taux d'accumulation sont très faibles, mais la surface se met à augmenter, sauf sur la station qui correspond à la station 1 dans les deux cas, hein, c'est-à-dire la station qui est sur le sommet de la microfalaise qui reçoit très peu de sédiments, mais tous les autres reçoivent une grande quantité de sédiments avec les plantes et les perdent en partie et non en totalité. Donc, le bilan demeure généralement positif, à part à quelques endroits. Et ce bilan-là est très, très associé, dans ce cas-ci, à l'arrivée des oies, entre autres, et du gel saisonnier. En plus de la disparition des plantes, hein, qui est fortement associée aux oies et au gel saisonnier. On a souvent attribué cette diminution-là de la sédimentation sur les marais à une réduction de la turbidité de l'estuaire. Moi, je le vois d'une autre façon. Je le vois tout simplement d'une autre façon. La turbidité de l'estuaire, donc peu importe où on est, ici Montmagny, Anse-au-Canard, Saint-Joseph-de-la-Rive, donc ce qui était dans le cadre de mon étude de doctorat, les 3 localités où les mesures ont été faites, la turbidité de l'estuaire est déterminée par la séquestration des sédiments sur les marais et non l'inverse. Donc, au fait, la turbidité est possiblement plus une conséquence de la séquestration des sédiments sur les marais que le driver ou la cause de la réduction de la sédimentation sur les marais. Différence de point de vue majeure qui fait que je n'ai pas trop d'amis au Québec présentement. Donc, le deuxième volet, les archives sédimentaires, qu'est-ce qu'elles nous disent? Donc, j'ai ici, sur ce diagramme, dans la partie du haut, Montmagny-Ouest. Donc, toute la batterie de tests qui a été réalisée sur le monolithe, sur la carotte sédimentaire de Montmagny-Ouest, qui est représentée dans la partie droite ici. Et même chose pour Montmagny-Est, donc du côté est de la Rivière-du-Sud, où on a le camping actuellement. Je vais surtout tirer l'attention sur la partie qui traite de l'analyse de la granulo. Donc, je ne décrirai pas tout ça en détail. Je vais d'ailleurs garder ça, je vous dirais, très épuré, hein, donc de façon à ce que tout le monde puisse bien suivre. Mais on note que la granulométrie, donc la taille des sédiments qui constituent le monolithe à différentes épaisseurs, varie. Il y a un modèle qui existe, qui avait été proposé par John Robert Allen en 1996 et qui a été aussi représenté et bonifié par Haslett en 2000, comme quoi que lorsque le marais se construit verticalement, okay, et ça, ce n'est pas contesté par personne actuellement, le marais se construit verticalement, c'est un piège à sédiments. Lorsque le marais se construit verticalement, bien, la marée qui le recouvre est de moins en moins fréquente et de moins en moins énergique, hein, parce que l'énergie des vagues elle est dissipée par le marais. Ce qui fait qu'on observe, à mesure que l'accumulation se fait, selon ici 4 temps différents, une diminution légère de la granulométrie de la base vers le sommet. En revanche, ce qu'Allen avait proposé, c'est que si le marais est en accroissement horizontal, pas juste vertical, mais horizontalement, il se déplace vers le large, bien, la granulométrie sera d'autant plus fine de la base vers le sommet, donc beaucoup plus fine, ou disons la tendance sera beaucoup plus accentuée que par rapport à la ligne neutre ici, qu'il appelle, qui correspond à la ligne d'un simple marais qui s'accroît verticalement. Donc, il y a clairement une diminution de la taille des particules associée à un processus de progradation du marais. En revanche, si on a l'effet inverse, notre marais recule par le biais de microfalaises qui sont en érosion, bien, on aura plutôt une tendance à un granoclassement ou à des particules qui seront de plus en plus grossières à mesure qu'on va se déplacer de la base vers le sommet du monolithe. Donc, ce concept-là, que je veux rendre clair, a été observé de façon surprenante dans l'analyse de la granulo des monolithes, de
de Montmagny-Ouest, donc face à l'église de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Donc, on voit que la première phase révèle de la progradation, suivie d'une phase de régression, de progradation, de régression, un peu de progradation et de la régression actuelle. Donc, c'est pas linéaire. L'évolution n'a pas été faite de façon linéaire. Si on regarde Montmagny-Est, même chose. À la différence près que les deux marais, bien qu'ils soient très près l'un de l'autre, n'ont pas réagi de façon synchrone. On peut donc exclure les causes extrinsèques. C'est une cause qui semble être plutôt intrinsèque, plutôt être liée endogène à notre marais. Il y a un deuxième modèle qui est présenté par Raman et Platter qui révèle que sur la partie supérieure du marais, on aura plutôt tendance à avoir une population par suspension unimodale fine, et sur la partie basse de notre marais, une distribution bimodale constituée un peu d'une partie par suspension, mais une grande partie par saltation. Donc, mettons de côté le jargon ici, on a un sédiment plus fin ici que là, parce qu'ici, on est plutôt soumis à l'effet des vagues. Ici, on est très peu soumis à l'effet des vagues. Ça joue donc sur la granulométrie, avec deux populations complètement différentes. Quand on regarde le monolithe de Montmagny, on voit justement une séquence associée à une population fine, grossière bimodale, fine, grossière bimodale, et qui corrobore à 100% notre autre indicateur qu'on a ici. Même chose à Montmagny-Est. Donc, on semble voir à travers les archives, qu'il y a une forme de cyclicité. J'attire votre attention sur une date au carbone 14 parce que j'ai plusieurs dates qui ont été prises sur ces monolithes. La date au carbone 14, réalisée avec une nouvelle approche, la fraction moderne, qui date de peut-être 7 ou 8 années, m'indique une date de 1730 à 1782 à 54% des chances. Donc, au niveau probabiliste, c'est la tranche d'âge la plus probable, l'autre étant de 1926. Mais là, je ne ferai pas de détails sur les subtilités de la datation carbone 14, mais étant donné qu'on date la fraction moderne, il y a un impact de l'effet des bombes qu'il y a eu dans le Pacifique dans les années 50. Donc, possiblement que c'est ce signal-là qu'on voit. Mais néanmoins, il y a 17% des chances de se produire. Statistiquement parlant, on va vers la probabilité la plus élevée, 1730 à 1782. Rappelez-vous, ça correspond beaucoup à la période de l'abandon du village de Saint-Thomas. Cette période-là correspond, voyez-vous, à une phase de régression. Quand on regarde le monolithe, on retrouve à travers ce monolithe des lits très particuliers qui sont différents de ce qu'on observe en dessous et au-dessus, qui pourraient laisser croire à des dépôts de versants. En ramenant ce monolithe-là dans un contexte altitudinal, donc on a notre lit avec les stratifications particulières associées à notre dépôt là, du 18e siècle, qui se situe à cet endroit dans la microfalaise. Donc, si j'attire votre attention ici, on a notre dépôt de 1730 à 1782, en dessous duquel on a un dépôt qui date plutôt, lui, de 1448 à 1510 à 84% des chances. On a donc ici un dépôt qui est beaucoup plus ancien, énormément. Là. Donc, il y a sans doute une coupure ici. C'est produit de quoi ici avant la mise en place de ce dépôt-là? Sans doute un événement érosif majeur. Ce dépôt-là correspond à la slick, au dépôt de vase. Il n'y a pas de structure à l'intérieur. Donc, le dépôt de vase actuel est beaucoup plus bas sur le littoral que le dépôt du 15e siècle qui lui correspond, son homologue. Donc, ici, on est obligé de voir à travers ça que le niveau de la mer s'est abaissé de près d'1 mètre depuis le 16e siècle, 15e, 16e siècle. Imaginez le monolithe sur cette microfalaise où il a été extrait. Saint-Thomas, il est là. L'église, elle est là. Le monolithe a été pris là. Ajoutez 1 mètre d'eau. Cette surface-là est donc submergée. Et la falaise derrière risque d'être aussi atteinte par les marées, surtout si on enlève le marais. La photo-interprétation, troisième volet de cette étude, nous a permis de quantifier la surface du marais, mais aussi la dynamique de la microfalaise. À quelle vitesse elle recule, cette microfalaise? Donc, même photo prise à 2 périodes très différentes révèle que la microfalaise change beaucoup dans le temps. L'église, elle est là. Les données nous proposent ceci. La partie du haut, on voit la superficie de notre marais, secteur ouest.
en 3 sous-secteurs. Secteur S, on voit aussi une certaine stabilité, quoique peut-être une réduction dernièrement de la taille du marais. Donc là, on parle de la surface générale du marais. La partie du bas, en revanche, avec les flèches, nous indique la dynamique de la microfalaise. Donc, on voit que sur les photos de 1949, on voit qu'il y a une microfalaise qui semble reculer à des vitesses variables avec parfois des taux importants, comme 3,1 ici par année. Mais on voit qu'il y a un marais qui semble se reformer, qui se remet aussitôt à s'éroder. Et dans certains cas, on voit de la reformation de marais. Donc, on voit ici ce qu'on pourrait appeler des cycles de recul de la microfalaise qui se stabilisent après un certain temps lorsque le marais se reconstruit au front de cette dernière. Il n'y a que dans le secteur de Montmagny-Est où on ne voit pas de nouveaux marais se reformer et où la microfalaise atteint la ligne de rivage qui se trouve être la ligne qui se situe à la base de chacun de nos diagrammes. Donc, en aucun temps on s'y approche, sauf dans le secteur de Montmagny-Est, principalement le secteur de l'aéroport et le secteur du camping dernièrement. Donc, si j'avais poursuivi, là, on verrait probablement le même phénomène. Montmagny-Est, le terrain de camping, le pauvre camping, il est là présentement. Là. Donc, on voit cette falaise de 10 mètres avec absence de marais de vent. Donc, il n'y a plus de microfalaise. On en voit un petit bout ici peut-être. Puis, on voit qu'il y a peut-être quelques petites plantes, mais on ne peut pas ici parler de marais, à la différence du secteur plus à l'ouest qui présente ce grand marais de 700 mètres de largeur où, rappelez-vous, Murray avait vu une vasière, comme on a ici, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, pour conclure, la dynamique et les trajectoires évolutives qui sont inhérentes à ces systèmes se révèlent beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait croire. Moi, je vois plein d'études passées où on évoque que le caractère érosif, que le caractère menacé de ces environnements-là. Moi, je vois plutôt une dynamique évolutive et des agents actifs qui ne permettent pas de voir une évolution qui est autre chose qu'une évolution cyclique et non synchronisée. L'histoire et les trajectoires évolutives récentes révèlent des marins interdits qui évoluent face à des forcings extrinsèques, mais qui sont surtout et dans une très large mesure très reliés à des composantes autogènes. Donc, on enlève beaucoup tout ce qui est facteur climatique. On enlève beaucoup là, ce qu'on entend beaucoup actuellement dans le scénario du réchauffement de la planète. En soi, là, il y a même des gens qui n'aiment pas trop entendre ce que je dis. Les marais s'en portent mieux parce que la période de végétalisation est beaucoup plus longue et donc ils ont un plus grand potentiel de captation. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais je suis juste en train de dire que la réponse, elle est surprenante. Et finalement, la stratigraphie, la chronostratigraphie des scores, donc le score étant le terme spécifique pour le marais, révèle une histoire géologique surprenante, ponctuée de phases de retrait et de phases de progradation. Donc, de phases de destruction et de phases de reconstruction. On fait appel donc ici à la géomorphologie des processus et à la géomorphologie historique. Ça nous amène vers un nouveau regard sur ces environnements. Donc, justement, basé sur la contribution des approches, des techniques nouvelles. Donc, cette question de la géomorphologie historique versus des processus est très conflictuelle au Québec. Moi, là, je suis formé, comme la plupart des Québécois, par des géomorphologues historiens. La géomorphologie des processus nous provient davantage des États-Unis et reflète davantage le monde du génie. Donc, une géomorphologie plus quantitative. Or, ce que l'étude révèle, c'est beaucoup de variance qui est associée à cette géomorphologie des processus. En revanche, la géomorphologie historique ne nous présente aucune variance, mais ne nous permet pas de voir certains trucs que plusieurs de mes acolytes et même ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu voir. Donc, le fait de contribuer ces deux géomorphologies permet, entre autres, de bonifier la contribution de Dionne, qu'on ne peut pas éviter, là, parce que Jean-Claude Dionne a travaillé tout le long de sa carrière sur les berges du Saint-Laurent. D'ailleurs, M. Dionne a été mon mentor. Évidemment, toute la question de l'avènement de la datation de la fraction moderne du carbone 14 permet aussi de voir des trucs que M. Dionne n'aurait jamais pu faire. Donc, on est purement ici dans des limites qui étaient à l'époque de M. Dionne, des limites qui étaient technologiques, donc pas que des limites qui étaient reliées à des questions épistémologiques, mais aussi des raisons techniques. M. Dionne, d'ailleurs, cherchait l'érosion. C'est drôle à dire, mais il cherchait l'érosion parce que M. Dionne cherchait à documenter ou à bonifier les courbes d'immersion des terres au Québec. Donc, il cherchait évidemment
les secteurs en érosion. Et ce qu'on voit là ici, c'est la falaise de Montmagny en 2000, avec la fameuse forêt fossile enfouie à l'intérieur de cette dernière qui date de 5000 à 6000 ans. La disponibilité de nouvelles données nous a permis de documenter les niveaux d'eau. Donc, si on prend 7 stations marégraphiques dans le Québec estuarien, l'estuaire moyen, il y a un constat qu'on fait qui est très puissant parmi les stations dont le signal est significatif. Statistiquement parlant, on aura des abaissements du niveau d'eau. Donc ça, c'est complètement choquant aussi. On entend beaucoup parler que le niveau de la mer monte. Donc pourquoi au Québec, on fait encore les choses différemment? Bien, c'est au fait qu'au Québec, il y a un relèvement isostatique qui est encore actif et qui est encore supérieur au taux de la remontée de l'Eustasie. En revanche, cette île nous présente une situation différente avec un rehaussement du niveau relatif de la mer de 1,5 mm par année. Donc, à quoi pourrait-on attribuer ça? Au fait, Jean-Marie Dubois, dans les années 90, a documenté ce phénomène, comme quoi on avait ici, à cette île, un phénomène relié à l'activité de transbordement des navires. On transborde le fer. Donc, sur le dépôt deltaïque de cette île, on a un enfoncement qui est associé à l'activité industrielle. Le fameux cycle nodal lunaire qui est ressorti à travers ma thèse, cette variance, le cycle nodal lunaire qui est une fluctuation de 18,6 ans associée à la position de la Lune et sur son plan par rapport au plan terrestre, au plan équatorial terrestre, amène des fluctuations de l'amplitude de la marée à tous les 18 ans. Donc ça, pour un marais, c'est fondamental. J'ai ici rassemblé dans un diagramme composite la fluctuation des 7 stations marégraphiques présentées dans le diagramme de droite. Et on voit clairement ces cycles de 18 ans. Et les bandes roses indiquent des endroits où l'amplitude de la marée était plus forte. Il y a peut-être les deux occurrences autour de 1918 et de 1936 qui ne fonctionnent pas bien, mais on est sans doute ici relié à des problématiques reliées à la technologie. Donc, on sait que les stations marégraphiques sont de plus en plus performantes et dans ce cas-ci, elles ont probablement été endommagées. Mais néanmoins, on voit quand même un peu le signal, mais pas autant qu'on peut le voir plus récemment. Au fait, le cycle nodal lunaire a entraîné en juillet 2010 des amplitudes immenses. En septembre 2019, des amplitudes minimales. Donc, les prochaines amplitudes importantes seront en 2029, en février 2029. Ça a tout un impact, ça. Je vous rappelle juste l'événement de la surcote majeure qui est survenu au Québec le 6 décembre 2010. Donc, 2010, rappelez-vous, cycle nodal à son maximum. Qu'est-ce qui s'est produit cette journée-là? Donc, j'ai une image ici de Saint-André-de-Kamouraska, qui est un peu plus à l'est, mais quand même sur la côte du Sud et sur le Bas-Saint-Laurent. Donc, on a eu une pression barométrique de 970 hectopascales. La normale étant de 101,3 ou de 1013 hectopascales. Donc, le comportement de l'eau, c'est 1 hectopascal pour 1 centimètre de changement. Donc, dans ce cas-ci, on est à 43 hectopascales. On a donc eu une mer qui s'est gonflée de presque un demi-mètre, juste par la composante météo. Ajoutons à ça le cycle nodal qui lui-même la gonfle, parce qu'on est dans son maximum de 15 cm, avec des vents, une marée de Vivo, donc la marée qui revient tous les 28 jours, associée à la pleine lune ou associée à la nouvelle lune, et des vents de plus de 50 km/h qui provenaient du large vers la côte du Sud, donc des vents du nord-ouest. Et bingo, on avait une situation qui a bréché la plupart des systèmes côtiers et des inondations majeures. Donc, voyez-vous, on voit ici vraiment un événement multifactoriel qui est fortement lié à une composante météo ponctuelle, aléatoire, et un cycle nodal lunaire qui, lui, en revanche, est très facile à modéliser parce qu'il est très régulier. Donald, le temps file, il faudrait penser conclure si on va le temps. C'est bon, je vais conclure. Merci. Donc, ce cycle nodal se voit sur les taux d'érosion de la microfalaise qui augmentent, surtout dans les secteurs exposés. On ne le voit pas sur les autres secteurs. Donc, un nouveau paradigme, une nouvelle reconceptualisation s'impose donc sur la dynamique de la microfalaise, considérer le caractère autogène. On revient au profil. Et là, je défile, on a un profil, je fais une coupe dans ce profil. On a notre profil concave. Ce qui est en beige là, au-dessus du profil concave, c'est le marais.
Ce marais se construit verticalement et la construction est plus importante dans le secteur près des terres que dans le secteur près de la mer. En augmentant le profil, la hauteur du profil, on augmente aussi sa pente. On passe donc dans un régime réflectif, donc un régime érosif, microfalaise, mais à mesure que la microfalaise recule, un nouveau marais se reforme devant. Donc, les deux phénomènes sont en simultané, recul et rehaussement de la surface au pied. Et après un certain temps, on se retrouve avec une coupe qui est composite, qui peut être interprétée différemment en fonction d'une vision basée sur une analyse détaillée d'une stratigraphie qui intègre un nouveau paradigme comme étant une stratigraphie qui révèle 4 temps différents, T1, T2, T3, T4. En revanche, la vision quaternaris de Dionne, qui était un peu privée de la technologie, mais aussi dans une façon différente de penser, voyait, quant à lui, 3 faciès différents, tout simplement. Donc, perspective évolutive linéaire qui, dans un contexte d'érosion, peut être vue que d'une façon catastrophique. Imaginons si cette micro-falaise-là était érodée jusqu'à la falaise maintenant, ce qui peut survenir dans certains cas. Revoyons maintenant notre église de Saint-Thomas. 1719, l'église est sur le haut de notre talus, sur la terrasse de 8 mètres. On a un marais au devant qui se forme. Le marais se construit verticalement. Lorsqu'il atteint une certaine hauteur, sa pente augmente, il entre en érosion, mais un nouveau marais se reforme devant. Un marais qui a cette configuration-là protège largement la falaise derrière, parce que l'énergie n'a aucun potentiel, donc haute mer peu efficace, en raison, bien sûr, de la présence du marais. Mais imaginons la situation qui aurait pu se produire, comme qui se produit actuellement à Montmagny-Est, plus de marais. La même haute mer aura un impact complètement différent sur la falaise, complètement. La falaise va donc être érodée de façon importante, et l'église s'écroulera à ce moment-là, donc on est en 1771. Le mur s'écroule, en partie, en bas du talus, mais là, le marais s'est reformé depuis. Et en se reformant, il est venu fossiliser notre mur d'église. Et en 2023, même l'église a disparu, mais le mur est toujours en bas, puis tout ce qui reste en haut, ce sont des débris qui sont pour la plupart rassemblés par un cultivateur. Et le mur de l'église apparaît en grande partie enfoui dans le dépôt de marais qui s'est reconstruit tout le tour. Donc, on a ici un bel exemple d'une géomorphologie dynamique. Et au fait, l'église de Saint-Thomas n'a donc pas été qu'une victime là-dedans. Elle a été un témoin privilégié de processus littoraux dynamiques et cycliques. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre nos activités. Vous pouvez nous écrire ou visiter nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et notre site Web. Le RGQ est heureux de partager avec vous, géographiquement vôtre, au plaisir.